augmente avec n. C'est-à-dire si j'ai, par exemple, n égale à 1, j'ai 2 lobes principales. Si n égale à 2, j'ai 4 lobes principales. Si n égale à 3, j'ai 6 lobes principales. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a un rapport 2. Donc, globalement, je n'ai pas besoin, c'est-à-dire qualitativement, je connais comment ce que le dipôle fonctionne. Je n'ai pas besoin de faire de gros calculs pour savoir combien de lobes principales je vais avoir. Je vais pas avoir une idée qui est comme ceci, c'est-à-dire on déduit le nombre de lobes qu'on peut avoir. Maintenant, la difficulté, c'est de connaître au moins une fois quelle est la configuration sur le plan E de ces lobes. Mais c'est-à-dire que finalement, si vous connaissez ce genre de choses, l'avoir vu une fois, vous pouvez savoir un petit peu comment est-ce que votre antenne, c'est-à-dire ce dipôle, va fonctionner. Voilà. Pour différentes longueurs, hein, à la même fréquence. Maintenant, je vais passer à une autre chose. Je vais changer la longueur, mais cette fois-ci, je vais changer la longueur, mais à cause du fait que je change la fréquence. C'est-à-dire, je vais fixer quoi? Là, tout à l'heure, on a fixé la fréquence. Maintenant, je vais fixer le diagramme de rayonnement. C'est-à-dire, je vais prendre le diagramme de rayonnement pour n égale à 1, c'est-à-dire lambda sur 2, diagramme de rayonnement d'un dipôle classique, donc où j'ai 2 lobes simples, de même amplitude. Mais cette fois-ci, je vais changer la fréquence. Donc si je change la fréquence, c'est-à-dire là je suis à 2 GHz où j'ai 15 cm. Ça me fait, on rappelle, L égale à 7,5 lorsque j'ai lambda sur 2. Maintenant, je vais changer de fréquence. Je vais dire que je veux garder le même diagramme de rayonnement. Donc, c'est-à-dire que je veux une longueur L lambda sur 2. Et par exemple, là, je vais travailler à 10 GHz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma longueur d'onde, ben, quand je vais la calculer, elle vaudra 3 cm. 3 cm, ça me fait 1 cm et demi. Donc, vous voyez que j'ai réduit la taille de l'antenne. On est passé de 7,5 à 1,5. Et pour le même diagramme de rayonnement, mais pourquoi? Parce qu'on a fait varier la fréquence. Également, j'accorde à lambda sur 2 pour 60 GHz. Ça me fait quoi? Puisque là, à 60 GHz, la longueur d'onde, c'est 5 mm, ça veut dire que lambda sur 2, ça va me donner 2,5 mm. Donc, j'ai le même fonctionnement de mes 3 antennes, puisqu'ils me donnent le même diagramme de rayonnement. La différence, c'est qu'ils travaillent à différentes fréquences. C'est-à-dire, je les ai alimentés à des fréquences différentes. Voilà. Donc, ces deux aspects qui sont liés à la variation de la longueur. Vous voyez qu'en faisant varier la longueur, soit en gardant la même fréquence, vous allez changer le diagramme de rayonnement, soit en faisant varier la fréquence, vous allez avoir le même diagramme de rayonnement, mais par contre, il faudra changer la taille de l'onde, si vous voulez. C'est intéressant parce que ça permet, vous voyez, d'avoir des antennes petites, de taille, hein, à des fréquences, c'est-à-dire bien sûr plus élevées, hein, mais en gardant les mêmes propriétés de l'antenne, globalement. Voilà. Bon. Il y a aussi maintenant, jusqu'à présent, donc j'ai passé à un autre sujet. On a travaillé avec l'antenne, celle-ci, on la mettait dans un espace qui était isolé, hein, dans l'espace. C'est-à-dire que conceptuellement, hein, c'est comme si dans l'antenne, il n'y a rien qui, c'est-à-dire dans le vide, c'est-à-dire dans un espace où il n'y a rien qui est autour de lui. C'est-à-dire, la hayat, la l'ard, la walou. C'est-à-dire, il n'y a rien qui viendrait le perturber. Maintenant, on va prendre un cas de figure qui est courant. C'est que l'antenne, on va la mettre en présence du sol. L'antenne, d'accord. En présence du sol, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait que le diagramme de rayonnement, plutôt
le champ électrique, son expression va changer un petit peu, ça c'est lié au fait qu'il y a la présence du sol. Ça aura pour conséquence donc donc là j'ai mis l'expression. En fait, il faut savoir que le sol agit pour les champs électromagnétiques. Allah agit comme un miroir pour la lumière. Thomas, quand vous voyez dans le miroir, vous voyez votre réflexion. Donc vous voyez votre double, votre image. En fait, pour les champs électromagnétiques, c'est la même chose. Le sol agit comme un miroir pour les champs électromagnétiques. C'est-à-dire, il a son image. Voilà. Donc c'est-à-dire conceptuellement, ça a conséquence de changer un petit peu la forme du modèle mathématique, hein, qui se retrouve un petit peu comme ça. Et lorsqu'on fait l'étude, on se rend compte que les longueurs d'accord changent un petit peu et ça devient des multiples de la longueur lambda sur 4. Donc la longueur d'onde divisée par 4. Donc c'est des multiples n de la longueur d'onde par 4. C'est plus par 2, hein, comme précédemment. C'est comme si on divisait, c'est-à-dire tout par 2. Et donc voilà. Donc, par exemple, on aura les mêmes propriétés, c'est-à-dire que plus ou moins les mêmes propriétés que l'antenne lambda sur 2, hein, lorsqu'on a une antenne lambda sur 4 qui est en présence du sol. Là-dessus, pourquoi est-ce que je n'ai pas mis ce truc-là? Bon, je vais fermer ça. C'est dans l'autre. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça, celui-là? Bon, ben, je vais retrouver le truc. On cherche des dessins qui en disent pas. Hein. Peut-être c'est le fait que... Ah tiens, il n'est pas non, peut-être c'est là-dedans. Ou peut-être que là, les faits, je n'en avais pas parlé tout de suite. C'était après. C'est pour ça que j'ai supprimé les choses. Ah, voilà. Donc voilà. À partir de là, vous voyez que, par exemple, une longueur lambda sur 4, bon, bien sûr, à partir de là, j'ai le champ électrique qui est ici, son expression. Je vais remplacer lambda sur 4, je vais déduire la fonction caractéristique. L'étude va me permettre de tracer un diagramme de rayonnement où je vais éliminer la partie en fait symétrique inférieure où elle va être réfléchie vers l'autre côté. Donc finalement, le diagramme de rayonnement, vous aurez comme ça 2 demi-lobes. Voilà. Et lorsque je vais avoir lambda sur 2, j'aurai aussi 2 demi-lobes dont les amplitudes sont différentes. Et après, ça devient presque intuitif. Hein, enfin, presque, en fait, ça devient intuitif puisque ça va être 3 lambda sur 4. J'aurai plutôt, avant de passer à 3 lambda sur 4, j'ai L égale à lambda. Je vais avoir comme si j'avais celui-ci que j'enlève toute la partie inférieure. Voilà. Et lorsque je vais avoir 3 lambda sur 4, eh ben, c'est comme si j'avais, ici, je vais diviser par 2. Et je vais obtenir ici toute la partie inférieure qui va disparaître. Voilà. Ça, c'était juste, c'est une remarque par rapport au fait de la présence du sol, c'est-à-dire connaissant finalement les diagrammes de rayonnement pour l'antenne qui est dans l'espace. Vous voyez qu'en présence du sol, on arrive à les déduire assez facilement. C'est juste que la partie en fait qui est symétrique du côté de pi moins lambda qui va disparaître. Voilà. Plutôt pi moins θ qui va disparaître. Tous les angles qui sont pi moins θ qui vont disparaître. Voilà. Donc, si vous voulez, tous les z en fait où j'aurai l'axe négatif des z qui vont
On va éliminer ce diagramme de rayonnement. Je pense que ça sera tout pour ce chapitre-là. Là, je vais passer tout de suite au chapitre 5, hein, qui nous intéresse. Qui s'appelle l'antenne de réception. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir. Nous, l'antenne qu'on a étudiée, c'est l'antenne dipôle. Donc, moi, je vous ai donné des cas particuliers avec, c'est-à-dire on a fait avec le chapitre 4 maintenant, on a terminé l'antenne dipôle, c'est-à-dire longueur L égale à lambda sur 2. Hein, ça, c'est l'antenne dipôle classique. Après, tout le reste, c'est des cas particuliers. Ce que je viens de vous dire là, en début j'ai introduit aujourd'hui le cours, c'est tous les cas particuliers en étudiant un petit peu ce qu'on a obtenu avec l'antenne dipôle. Maintenant, on va revenir en antenne dipôle de longueur lambda sur 2, hein, donc de longueur d'accord égale à lambda sur 2. Et actuellement, on a tracé son diagramme, enfin, on a réussi à tracer son diagramme de rayonnement. On a appris à déduire son gain, sa directivité, son angle d'ouverture. Maintenant, il faut placer cette antenne. Donc, je peux la mettre en émission et en réception. Pour l'instant, on peut dire qu'on a fait l'émission parce que toute notre étude s'était basée sur le fait que j'étudiais mes ondes électromagnétiques qui se propagent dans le vide. Donc, un petit peu, c'est comme si j'arrive avec mon alimentation qui vient me créer un champ électromagnétique qui va être propagé dans l'espace vide. Donc, c'est de l'émission. Voilà. Donc, j'ai mis pour l'instant, on a déduit les paramètres des antennes, mais n'empêche qu'on s'est mis dans un côté émission. Donc là, je répète, donc on a un courant, on a fait l'étude, on a généré un diagramme de rayonnement, donc j'ai deux lobes. Moi, je vais m'intéresser sur ce côté, parce que j'ai de l'autre côté mon antenne de réception. J'ai juste représenté le lobe, un des côtés des lobes. Donc voilà, j'ai mon angle d'ouverture. Hop. Et puis ici, en champ lointain, j'ai une onde plane, qui est une onde électromagnétique de cette forme, qui voyage à la vitesse de la lumière dans le vide. Et à une distance que ici, on l'a pas appelé, mais je vais l'appeler ici, on l'appelait R, et bien, cette puissance-là que forme mon champ électromagnétique va arriver à une antenne qui est identique à la première. Donc, ça veut dire qu'elle a un diagramme de rayonnement de celle d'un dipôle, dont l'angle d'ouverture permet de recevoir donc le champ électromagnétique. Et ce champ électromagnétique a été capté par cette antenne-là qui est venue de l'antenne d'émission, va rentrer en interaction avec le conducteur et il va donner un courant qui sera transmis vers le récepteur. Ou l'antenne de réception. C'est-à-dire finalement, c'est le chemin inverse. C'est un champ électromagnétique qui arrive, rentre en interaction avec l'antenne, il va me créer un courant. Voilà. Maintenant, il y a des paramètres qu'il faudra prendre en compte. Ça, on y viendra là. Alors, j'arrive, c'est-à-dire, reprend maintenant ce que je vous ai fait comme démonstration là. On va simplifier, en fait, on va dire que, je vous ai dit que le champ électromagnétique arrive et donc va entrer en interaction avec l'antenne. On va schématiser mon antenne par ce trait noir. Bon, cette antenne, je l'ai réduite à une longueur DL, c'est-à-dire une longueur petite partie de mon antenne. J'ai choisi de prendre une petite partie de mon antenne. Et le champ électrique vient donc venir en collision.
mon élément, les différents éléments de mon antenne. Voilà. هنايا on sait, bon, en tout cas, c'est-à-dire, ça, je vous ai dit que ça crée un courant. Ça crée un courant et ça crée même une tension au passage. Alors, comme c'est un champ électrique ou un champ, bon, là, on va parler essentiellement du champ électrique, mais c'est un champ électromagnétique. On va simplifier ici, on va se concentrer juste sur le champ électrique. Le champ électrique vient avec c'est une ondulation, hein, donc c'est une variation, donc c'est dynamique. Et ce champ électrique, donc, il va passer par des minimums et des maximums. Donc, ça va me donner des minimums et des maximums en courant. Ça aura pour incidence, ça veut dire que si je dois schématiser un petit peu ça, faire un schéma électronique, ça reviendrait à faire un générateur, donc tiyar mutanawib. C'est-à-dire, en fait, je fais un générateur qui me fait une sinusoïde. Enfin, si vous voulez, si je dis que mon champ électromagnétique, c'est une sinusoïde, ben donc, le courant qui va me générer sera une sinusoïde. Donc, ça veut dire que j'ai créé une force électromotrice. C'est-à-dire, j'ai créé une FEM, hein, donc qui est un générateur qui me crée un courant. Un générateur va me créer un courant alternatif. Bon. Pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pour vous expliquer un petit peu cette équation que je vous ai mis ici. À partir de l'équation de Faraday et Maxwell, donc, qui relève de la FEM, on sait que la FEM est égale, E de T est égale lorsqu'on a une surface donnée, hein, c'est la variation du champ électrique dans un contour fermé. Hein, qui est mon contour fermé, qui est mon élément DL au passage. Hein. Et ça, c'est égal à la dérivée temporelle du flux, du champ électromagnétique dans cette surface. Bon. C'est juste pour vous expliquer, hein, c'est-à-dire, je sais que c'est rébarbatif, de parler de tout ça. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que mon champ électrique, lorsqu'il va entrer en interaction avec ma surface, qui est une surface conductrice, va me créer une FEM qui se déduit par la variation finalement du champ électrique dans le temps, hein, lorsqu'il va rencontrer cet objet. Et pareil, ou la variation du flux magnétique, hein, pareil, dans cet objet, hein, c'est équivalent. Et à partir de là, on peut déduire, à partir du fait que je dis que ma FEM elle est déduite par la variation donc, du champ électrique dans cette longueur L, lorsque je fais l'intégrale, ça va me donner l'intégrale, donc je vais intégrer dl sur ds, c'est-à-dire dans ds, c'est-à-dire la ds qui est formée par c'est la surface de ma longueur dl. Et à partir de cette intégrale, quand je vais remplacer, c'est-à-dire que ds qui est en fait c'est en vecteur, hein. C'est la normale de ma surface. Elle va former avec dl, donc ça sera dl cosinus alpha, hein, pour obtenir. Donc en fait, je vais avoir le ds va être dl cosinus alpha. Donc ce sera ds va me faire, qui sera ici, je vais avoir ds cosinus alpha. Et lorsque je vais intégrer, je vais intégrer dl, donc je vais remplacer donc ds par dl. Voilà. Bon, donc finalement, ma FEM, elle me donne, pour ce type de configuration, E, donc qui est l'amplitude du champ électrique, dl, qui est la longueur donc, de mon dipôle, cosinus alpha, c'est l'angle que fait le champ électrique avec ma surface. Voilà. C'est-à-dire finalement, ou bien ma longueur L. Hein.
ma longueur DL. Ça veut dire qu'en fait, ça vous donne le cas général. Finalement, cette équation nous dit que lorsque alpha, c'est-à-dire varie, ma FM varie. Autrement dit, suivant comment ce que vient le champ électrique sur vient rencontrer ma surface L, la FM change. Donc, par exemple, si mon champ électrique vient avec un angle alpha qui est nul, eh ben, il va venir comme ça. Ça veut dire que ma FM sera maximale. Si mon champ électrique, ce qui peut arriver, il tourne, hein, c'est-à-dire ce champ électrique il peut venir n'importe comment. Hein, ça dépend, parce que, enfin, c'est tous les cas de figure, parce que vous pouvez avoir votre antenne qui peut être d'émission, elle peut être placée n'importe comment. Parfois, votre champ électrique peut venir comme ça veut dire que le champ électrique ne rentre pas en interaction avec un bras dimétallique, donc la FM est nulle. Donc, à partir du moment où c'est-à-dire le champ électrique vient rencontrer mon élément DL différemment, et ben, la FM va changer. Donc, je vais avoir une sorte de variation donc sinusoïdale, hein, de ma FM, puisque là, je tourne. Hein. Mon champ électrique va tourner de toute façon, même si j'ai une sinusoïde, bon, ça va être surtout lié à l'amplitude, ça va pas tout changer. Mais en tout cas, si j'ai par exemple une polarisation de mon champ électrique, c'est-à-dire sa direction, qui n'est pas, qui est plutôt qui est perpendiculaire à ma longueur L, et ben, à cause de cette équation-là qu'on vient d'ici, c'est-à-dire que j'ai ici, ça sera 90 degrés, alpha, ben 90 degrés, ça vaut 0. Hein, ça veut dire que mon champ, mon FM est nul. Et si là, mon angle est égal à 0, donc cosinus est égal à 1, je vais avoir donc, le maximum de ma FM, de mon amplitude, et ça veut dire que le champ électrique vient en parallèle rencontrer parallèlement la surface de mon antenne. Voilà. Donc finalement, c'est une équation qui vient vous expliquer comment ce que doit être le champ électrique par rapport à l'antenne, pour maximiser donc finalement la force électromotrice, ou maximiser par voie de conséquence le courant. Voilà. Donc ça nous amène à parler, parler de la polarisation. Je l'ai plus ou moins introduite, enfin je l'ai introduite, même comme il faut, dans la diapo précédente. Maintenant, je vais avoir un schéma peut-être plus intéressant qui explique les choses. Donc, vous voyez ici, j'ai mon onde. Donc là, il y a une polarisation. Vous avez ce qu'on appelle une polarisation rectiligne, c'est-à-dire une polarisation sous forme d'un vecteur qui est rectiligne. Vecteur c'est-à-dire qui est une ligne, hein, c'est-à-dire qui est droit. Et donc là, on a deux configurations, celle que je vous ai présentée précédemment. C'est-à-dire que mon champ électrique, c'est-à-dire là, c'est au niveau de mon antenne d'émission. Elle reçoit, elle va émettre un champ électrique. Lorsqu'elle vient rencontrer mon antenne, donc elle sera, qui a la même polarisation, là, on va dire qu'ils sont copolars. C'est-à-dire et ça s'appelle une polarisation verticale. C'est une polarisation horizontale. Donc en fait, mes antennes, donc mon antenne d'émission va m'envoyer une polarisation du champ électrique qui sera horizontale. En réception, si je veux maximiser, il faudrait qu'elle soit également horizontale.
Donc ici, ce que je mets polarisation rectiligne, il y a deux polarisations. La polarisation rectiligne dans le sens vertical ou polarisation verticale. La polarisation rectiligne dans le sens horizontal ou polarisation horizontale. Voilà. Ça, il faut garder ça en tête. On a aussi le champ électrique peut être circulaire. C'est-à-dire que l'antenne envoie une polarisation circulaire de l'onde électromagnétique. Ça ressemble à quelque chose comme ça. C'est votre onde transverse électromagnétique qui tourne. Donc finalement, votre champ électrique va tourner. Alors vous avez deux catégories. Vous avez, bon déjà il y a une polarisation, elle peut être comme ici circulaire. Elle peut tourner vers la gauche, donc on va dire qu'elle sera circulaire gauche. Et elle va tourner vers la droite, et on appellera ça polarisation circulaire droite. Donc c'est le champ électrique qui va tourner. Donc vous aurez quelque chose de comme ça, qui va ressembler à quelque chose comme ça lorsqu'il va voyager, bien sûr, dans le temps. On va avoir une variation dans le temps comme ça. Dans le temps et dans l'espace. Et il y a aussi, ça c'est parfaitement circulaire, on peut être plutôt elliptique, c'est-à-dire où je vais avoir, au lieu d'un cercle, une ellipse. Donc ça sera, là on parlera de polarisation elliptique. Et pareil, on aura une polarisation elliptique ou circulaire à gauche, une polarisation circulaire ou elliptique à droite. Voilà. Donc c'est ce qui existe dans les antennes. Vous avez les polarisations rectilignes, donc vous avez horizontale et verticale, et les polarisations circulaires ou elliptiques, droite ou gauche. Là où je gagne. Voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire qu'une polarisation donc horizontale, ça serait quelque chose comme ça, ce qu'on a vu classiquement. Alors, ça veut dire que quoi? Quel est l'intérêt par exemple, une polarisation, c'est-à-dire là, on a dit qu'une polarisation verticale, si j'envoie une polarisation verticale en émission, je dois avoir en réception pareil, une antenne qui est polarisée verticalement. Et si en émission, je vois horizontale, il faut qu'elle soit polarisée en réception horizontale. Ça, on l'a dit. Sinon, si je mets une polarisation verticale avec une polarisation horizontale, on a vu par rapport à l'équation précédente que la FEM serait nulle, donc je ne recevrai rien du tout. Maintenant, si j'ai circulaire, avec par exemple une polarisation, c'est-à-dire j'envoie en émission une polarisation circulaire droite ou gauche, peu importe, et qu'en réception, j'ai une verticale, horizontale ou une polarisation verticale ou horizontale, et bien, en réception, je recevrai la polarisation circulaire. Je recevrai quelque chose, je vais capter quelque chose. Donc, vous voyez, il y a un intérêt particulier. Par exemple, je peux mettre aussi, ou bien je mets une polarisation circulaire en réception pour recevoir les deux polarisations verticales et horizontales. Mais par contre, si j'envoie une polarisation circulaire gauche, je ne peux pas recevoir en réception si mon antenne est polarisée en polarisation circulaire droite. Voilà. Donc, il y a ces aspects-là. Donc, il y a des choses quand même qu'il faut, au niveau de la polarisation du champ électrique, c'est-à-dire il y a le fait d'avoir le diagramme de rayonnement, d'accord, mais en fait, ça vous dit qu'il faut positionner votre antenne. On ne peut pas la positionner comme on veut. C'est ça la polarisation. C'est-à-dire lorsque, en fait, les gens cherchent avec leur parabole le signal qui vient du satellite pour capter le signal TV, ben déjà, il fait une opération qui consiste à essayer de trouver le maximum de puissance, c'est-à-dire trouver là où se trouve le rayonnement de l'antenne qui vient du satellite ou le réflecteur. Mais par contre, il faudrait qu'il détecte la même polarisation. Voilà.
soit qu'il y a une polarisation capturée, rien du tout. Voilà. C'est deux aspects qui sont, c'est-à-dire, importantes pour que ça fonctionne, notre liaison fonctionne. Il y a l'aspect puissance, donc orientation de mon antenne, il y a aussi l'aspect de polarisation. Bon, notamment, vous inquiétez pas si vous n'avez pas trop saisi ce qu'on a fait ici pour déterminer cette équation-là, j'expliquerai ça. Il y a un exercice en TD, hein, on va aborder ça, les histoires de polarisation, plus en détail en TD en tout. Un exercice dédié. Voilà, donc là, ça résume un petit peu ce que j'ai dit. Donc, je vais lire. Dans le cas de l'élément de l'antenne, donc la FM reçue est maximum lorsque le champ électrique est parallèle à l'antenne. C'est-à-dire que alpha égale à 0. C'est-à-dire cette équation-là que vous avez mis ici. On voit bien que lorsque alpha égale à 0, ben, j'ai le maximum de ma FM. Puisque E sera égal à EDL. Et par conséquent, sa polarisation est verticale. Mais pour alpha égale à 90 degrés, le champ électrique est perpendiculaire à l'antenne. Et aucune puissance n'est captée par celle-ci. Ceci implique les antennes de réception et d'émission sont découplées. Alors, ce qu'on appelle découplées, c'est-à-dire lorsque alpha égale à 0, on dit qu'elles sont de même polarisation, ça veut dire qu'elles sont couplées. Ça implique que les sont couplés. J'ai pas mis ici, c'est-à-dire 1 égale à 0. Ceci implique, on a le terme, on va dire que ceci implique que les antennes de réception et d'émission sont couplées. Ça, c'est pour alpha égale à 0. Pour 90 degrés, puisqu'on ne capte rien, on dit qu'ils sont, c'est-à-dire la polarisation est verticale par rapport à l'antenne d'émission, de réception. Donc, ça veut dire que les antennes sont découplées parce que je ne reçois rien du tout. Donc, pour résumer, on a appris quoi? On a appris que lorsque le champ électrique vient rencontrer l'antenne de réception, il va créer une FM. Et cette FM, elle est maximale seulement si le champ électrique est de même polarisation que l'antenne, c'est-à-dire qu'il vient, c'est-à-dire si j'ai mon antenne qui est verticale, le champ électrique doit être vertical. Et dans ce cas-là, si je maximise, c'est-à-dire mon antenne de réception et mon antenne d'émission, on dira qu'ils seront couplés. On dira qu'ils seront couplés. Et si mon champ électrique vient rencontrer l'antenne avec un angle de 90 degrés, eh ben on va dire que mes antennes sont découplées et que la FM est nulle. Voilà. Et on a appris également qu'il pouvait exister différents types de polarisation. Polarisation verticale, polarisation horizontale du champ électrique et polarisation circulaire ou elliptique. Et les deux peuvent être droite ou gauche. Voilà. Ça, c'est pour la polarisation du champ électrique et c'est très important. Je vous demande de bien prendre conscience de ce genre de choses, de comprendre en fait dans quel cas de figure on maximise et on annule l'AFM. Ça vous permettra de savoir comment polariser votre antenne pour créer votre liaison AF. Maintenant, on va passer dans le même chapitre, à un tout autre sujet
tout aussi important, hein, alors qui est la puissance à la réception. C'est bien beau de parler de FEM, mais moi, je veux faire des télécoms. Donc, je veux recevoir donc mon information. Donc maintenant, supposons que je suis bien polarisé, mes deux antennes sont bien polarisées. Je maximise ma FEM. Donc, c'est-à-dire on se met dans ces conditions-là. Donc, à partir de ce moment-là, comment va être la puissance à la réception? Alors, on va parler de deux aspects. Alors, le premier aspect qu'on va considérer, d'abord, ça sera le côté circuit. D'accord? C'est-à-dire, il manquera encore un dernier verrou à déverrouiller. C'est-à-dire qu'on a créé notre antenne. On a envoyé notre signal. On a polarisé pour maximiser. On a maximisé la FM. Au niveau circuit, il reste un dernier verrou à déverrouiller. Et ça sera le sujet de tout de suite. Alors, donc si on considère ce type de liaison, donc je reçois une puissance, on suppose que j'ai bien reçu la puissance, que je l'ai maximisée, et on va dire que ma FM reçoit donc le maximum qui est EDL. D'accord? Le champ électrique qui a pour amplitude, hein, ça on l'a déduit, je l'ai déduit des équations précédentes, hein, je garde l'amplitude maximale que je vais obtenir du champ électrique, je vais remplacer, donc ça va me donner ce type d'expression. Bon, peu importe, je peux garder EDL. Pour l'instant, au niveau circuit, hein, c'est pas ça qui m'importe. Alors, regardez, là j'essaie de schématiser un petit peu un schéma électronique, hein, de schéma bloc, d'une antenne de réception avec tous ces éléments, c'est-à-dire que j'ai en réception, c'est-à-dire un ampli, un oscillateur, un filtre, un démodulateur, et puis bon, me donner l'information. Donc globalement, j'aurai l'antenne et le récepteur. D'accord? Mon récepteur, c'est ça. Donc j'ai l'antenne et mon récepteur. Alors le schéma équivalent d'une antenne, lorsque elle reçoit, elle maximise le champ électrique, c'est quoi? On a dit, j'ai une FM. Donc je peux représenter le fait que lorsque je maximise le champ, j'ai en réception le champ électrique maximum, donc une FM, E de T, enfin une variation en tout cas du champ électrique, qui passe par un minimum et un maximum. Et l'antenne, lorsque je suis à la fréquence de résonance, hein, ben c'est une résistance de rayonnement. Voilà. Donc je vais les schématiser par une résistance de rayonnement et sa FM. Ça sera le schéma équivalent de l'antenne. Et lorsqu'il va recevoir donc le champ électrique, il va me délivrer un courant qui va être variable donc en fonction du temps. Maintenant, côté récepteur, tout ça, je peux le caractériser par une résistance équivalente, c'est-à-dire le récepteur sera équivalent à une résistance équivalente, que j'ai appelée RE. Donc finalement, mon schéma, je peux le simplifier comme ceci, c'est-à-dire j'ai une FM avec une résistance de rayonnement qui va débiter un courant I de T sur une charge RE qui est mon récepteur. Et bien sûr, aux bornes de cette charge, je vais avoir une différence de potentiel qui va être créée au niveau de cette résistance. Donc c'est un schéma relativement simple qui se crée tout de suite devant nos yeux. Alors, quel est le but de ce truc-là? C'est pour faire un petit peu expliquer dans quelles conditions, parce que moi ce que je veux faire, je veux transmettre toute ma puissance à mon récepteur, c'est-à-dire mon information qui est dans cette FM, qui est transmise par ce courant, je veux totalement la donner au récepteur, donc la faire débiter sur cette résistance. Donc, dans quelles conditions je peux arriver à ça? Ben, la condition, c'est que, bon, déjà, on va écrire des équations, hein, au niveau schéma électrique. On va dire qu'à l'instant T,
la puissance instantanée, c'est quoi? Tout simplement, une puissance qu'on connaît, c'est V fois I. Voilà. Donc la puissance instantanée, hein, donc P instantané de t faudra V de t fois I de t. Ça n'est rien de nouveau. Maintenant, le courant instantané, je peux le déduire de mon schéma ici. Ça vaut quoi? Ça vaut, vous voyez que avec la loi des mailles, je vais avoir que I est égal à E de t sur R grand R plus RE. Ça, c'est mon courant. Et V de t, ça sera un diviseur de tension. Je vais avoir donc R E de t sur R plus RE. Voilà. Ça, c'est classique. Maintenant, je vais faire V fois I. V fois I, je vais avoir comme résultat, donc, c'est-à-dire O suivante. V fois I, je vais multiplier, je vais avoir, donc, tout de suite, RE sur R plus RE, le tout au carré, fois E de t au carré. Or, E de t, on avait dit que c'était un générateur. Ce générateur, il sera donc une variation de E0 et cosinus oméga t. Donc, je remplace E0 cosinus oméga t. Donc, je vais élever au carré parce que simplement j'ai E au carré, E de t au carré. Et là, je vais calculer la puissance moyenne. La puissance moyenne, pour avoir la puissance moyenne, là, je peux rien faire. Donc, on met tout ça. Donc, ça vaut quoi la puissance moyenne? Ça vaut, je voulais l'écrire, tant pis, si ça ne me donne pas, je n'ai pas l'éditeur d'équation. P moyen, ça vaut 1 sur T, donc qui est la période. 1 sur T, donc la période, de l'intégrale sur T, de tout ça. Voilà. Donc là, on va l'intégrer sur une période de T, hein, qui est celle-ci. Donc 1 sur T de l'intégrale sur T dt. Voilà. Ça va être la puissance moyenne. Et tout ça, vous voyez, va sortir de l'intégrale. Qu'est-ce que je vais intégrer? C'est le cosinus oméga t au carré. Et 1 sur t de l'intégrale de t de cosinus au carré oméga t, ça vaut 1 demi. D'où 1 demi, 1, 2, tout ça. Bon. Donc là, j'ai calculé la puissance moyenne. En A1, on voit que, qu'est-ce qu'il y a? Il y a E0 qui est connu. On va dire qu'il vient de changer. R, c'est la résistance de mon antenne. Maintenant, RE, c'est la résistance de mon récepteur que je ne connais pas. En tout cas, on devra, même si je la connais, on a une condition ici qu'il faudra respecter pour maximiser la puissance. C'est-à-dire que on va avoir une variable ici qui est RE. Hein, si vous voulez, c'est ma fonction. Ici, ça sera, elle dépendra de RE. À quel moment cette fonction qui dépend de RE, de ma variable RE, est maximale? Tout simplement, une fonction elle est maximale lorsque sa dérivée est nulle, n'est-ce pas? Donc, dp moyen, donc dr, hein, qui serait la dérivée sur RE de la fonction p moyen, il ben, faut qu'elle soit nulle. Lorsque ma dérivée est nulle, hein, de cette fonction, ben, j'aurai le maximum. Donc, en dérivant et en mettant donc, le numérateur égal à 0, donc, parce que là, on a développé, on a fait le calcul, là, c'est le résultat. Donc, je vais obtenir ce type d'équation égale à 0. Et du coup, on va trouver que pour maximiser la puissance moyenne, il faudrait que R, la résistance de rayonnement de mon antenne, soit égale à RE pour maximiser la puissance moyenne. Et ça, c'est la condition pour laquelle, c'est-à-dire de mon circuit, c'est-à-dire lorsque je vais mettre mon antenne ici avec le récepteur, il faudrait que RE soit égal à la résistance de rayonnement de mon antenne. Voilà. Et ça va permettre de maximiser la puissance
que je vais introduire dans mon récepteur, hein, qui est finalement ma puissance. Bon, donc si j'ai R qui est égal à RE, je remplace tout simplement dans mon équation, je vais avoir finalement que la puissance reçue dans ces conditions-là, si je respecte donc la polarisation pour maximiser mon champ électrique, plutôt ma FEM, et en ayant les conditions d'adaptation, celles-ci, je vais avoir la puissance de reçue au niveau de mon récepteur sera 1/2 de E carré sur 4R. Hein, je vous rappelle que pour un élément dl, on avait vu dans le chapitre 3, que la distance de rayonnement, c'était 80 pi carré dl de lambda 2. Voilà. Donc ça, c'est un aspect important au niveau circuit pour permettre, c'est-à-dire d'envoyer toute ma puissance dans mon récepteur. Donc, vous voyez qu'il y a différentes conditions. On a énuméré au début de ce chapitre, finalement, donc la polarisation, et la condition d'adaptation pour assurer, envoyer l'information vers mon récepteur qui soit introduit dans mon récepteur. Bon. Ça, je pense que on peut passer tout de suite à un autre aspect maintenant qui nous intéresse au niveau télécom. Tout de suite, on va parler de l'équation des télécoms. Enfin, on va essayer de la définir. Donc là, je vais passer par étapes. Hein, il y aura différents points. Et dans la finalité, hein, ça sera ce type d'équation, hein, donc qu'on va utiliser, qui s'appelle l'équation des télécoms. Cette équation-là, elle va être utilisée. Elle est utilisée essentiellement pour travailler en propagation, faire toute la côté propagation des ondes électromagnétiques entre un émetteur et un récepteur. Bref, en tout cas, on va aller pas à pas. Tout de suite, on va parler de la surface effective. Alors pourquoi on parle de la surface effective? C'est une notion nouvelle. On parle très souvent, on va parler de la surface effective lorsqu'on va aborder l'antenne de réception. D'accord? Parce que, si vous voulez, l'antenne d'émission, elle a un gain, on a appris ça. Mais en réalité, en réception, on ne peut pas parler de gain de l'antenne. C'est une surface qui reçoit un champ électromagnétique. D'accord? Donc, on va dire surface effective. Bon, après, mathématiquement, on peut sortir le gain, hein, en réception. Mais, c'est-à-dire conceptuellement, hein, techniquement, c'est un champ électromagnétique qui vient rencontrer une surface. Incontestable. Voilà. Donc, c'est pas un petit peu l'idée de la surface effective. Donc, ça vaut quoi une surface effective? Comme c'est le flux, donc c'est le champ électromagnétique. Là, c'est à un certain moment, on va aborder le champ électrique, un peu la puissance. Enfin, bon, là, on va parler de la puissance. C'est-à-dire les champs électromagnétiques, hein, je peux calculer une puissance qui est propagée dans le vide. Hein, et on l'avait calculé dans le chapitre 4. On avait appelé ça le flux de puissance électromagnétique. Et ce flux de puissance électromagnétique, je vais prendre le maximum de ce flux de puissance électromagnétique. Donc finalement, ce flux de puissance électromagnétique vient rencontrer la surface de mon antenne. Donc, moi, c'est cette puissance, le flux de puissance électromagnétique qui vient rencontrer la surface de mon antenne, c'est cette interaction qui va me générer la puissance reçue. Donc, à partir de là, je vais définir une équation qui va me dire que finalement, la surface effective, c'est-à-dire c'est celle qui rayonnera, hein, qui va recevoir le rayonnement, parce que là, je vous avais la surface
de l'antenne et les surfaces qui vont recevoir les champs électromagnétiques. Donc c'est ça pourquoi on dit surface effective. C'est la surface qui va effectivement capter entrer en interaction avec les champs électromagnétiques. Donc cette surface vaudra la puissance reçue, donc la puissance qui va me générer donc, cette interaction, sur la puissance maximale de flux, de flux électromagnétique. Le flux de puissance électromagnétique. Donc le maximum de terrain. Donc c'est petit p sur p de 1. Voilà. Donc ça va être notre point de départ. On a aussi, on a vu ça dans le chapitre 3, que le gain de mon antenne d'émission, il vaut la puissance de flux électromagnétique, le flux de puissance électromagnétique, pardon, sur la puissance totale rayonnée sur 4 pi R2. Hein, ça, c'était l'expression du gain. On est de l'antenne 1 d'émission. Bon. À partir de là, je vais utiliser ces deux équations. Donc, la précédente égale à 4 pi R2, j'ai 1 P de T. Donc, finalement, mon équation de télécom, hein, ma première, ben, ça va être la puissance reçue sur P de T. Donc, puissance reçue sur la puissance transmise égale à la surface effective fois le gain de l'antenne d'émission sur 4 pi R2. R2, c'est la distance entre mon émetteur et mon récepteur. La distance. Bon, plus ou moins, on a fait l'équation des télécoms. Maintenant, on va un petit peu réarranger cette équation suivant différents cas de figure. Donc, on va dire que le maximum de flux de puissance électromagnétique, on l'avait calculé avant, hein, en TD et en cours. On avait trouvé que ça valait le champ électrique au carré sur 240 pi. Et tout à l'heure, on a défini la puissance reçue. Hein, on avait dit que ça valait voilà, 1 demi de E0 sur 4R. Donc R, je remplace par sa valeur, j'imagine ici. Hein, on va trouver alors, on a ça. Après, je vais remplacer R par sa valeur. Non, peut-être pas, je sais pas. Si, enfin, non, pas besoin. Si, j'ai remplacé. On remplace R par sa valeur qui est celle du dipôle. Adhérent. Et je vais obtenir que la surface effective vaut 30 pi R sur 30 pi R dl. Non, finalement, on n'a pas remplacé R. C'est ici qu'on remplace. Voilà. 3 demi de lambda 2 sur 4 pi. Lorsque je remplace R par 1, donc, la résistance de rayonnement. Donc ici, j'ai la surface effective, ça vaut 3 demi lambda 2 sur 4 pi. Ça, c'est pour l'élément DL. Hein. Si vous vous souvenez, dans le chapitre 3, on a calculé le gain d'un élément DL. On avait trouvé que c'était 3 demi. Si vous ne vous en souvenez pas, on va ouvrir tout de suite le chapitre 3. Il me semble que c'est celui-là. Pour vous rappeler un petit peu ce qu'on avait fait pour l'élément DL. Lorsqu'on avait calculé, le gain, bon, quand il ouvrira, il ouvrira. Donc ça, c'est, on avait fait le truc là pour l'élément DL, hein, vous vous rappelez. Et puis, on avait tracé jusqu'au diagramme de rayonnement, TAO.
et on avait calculé donc son gain. Vous voyez, on avait le gain, donc θ phi est égal à 3 demi sinus carré θ. Bon, bien sûr, quand on a le maximum de sinus carré θ, c'est 1, donc le gain max, ça sera 3 demi. Donc d'où le gain max 3 demi. Donc à partir de là, on va remplacer dans l'équation des télécoms. Et je vais obtenir que S est égal ici lambda, donc GM, donc ici on a 3 demi, hein, vous voyez, que GM va être remplacé par ça, c'est-à-dire on va remplacer 3 demi par le gain max, donc GM lambda 2 sur 4 pi. Et là, c'est l'expression de la surface effective. C'est l'une de ces expressions. Donc vous avez cette expression-là, et celle qu'on avait fait, celle de départ, notre expression de la surface effective. Celle-ci, notamment la déduite de l'équation précédente. Donc à partir de là, vous voyez que si j'ai la surface effective, que je déduis de petit p sur pm, ben, je peux obtenir le gain, puisqu'il vaut, on a lié le gain à la surface effective, on a le gain est égal à 4 pi s sur lambda 2. Bon, on peut continuer, on va, à partir de cette nouvelle expression, ben, on peut écrire que bon, on va écrire tout de suite, hein, attendez. Donc là, on va oui, voilà. Donc si j'ai deux antennes identiques, donc je vais remplacer S dans l'équation de télécom. Donc et ici, je vais remplacer S et je vais obtenir cette équation-là, nouvelle. Hein, vous voyez, c'est-à-dire j'ai la même antenne en émission en réception. Donc je vais avoir, en remplaçant mon expression qui va devenir lambda Gm sur 4 pi R, tout au carré. Voilà. Maintenant, dans le cas où j'ai une liaison électrique où les deux antennes sont différentes, hein, ça peut arriver, ça arrive d'ailleurs très souvent. Si on prend juste le BTS qui existe et votre téléphone, hein, ce sont deux antennes différentes. Donc, ça rentre totalement dans ce cas de figure. D'accord. Donc, derrière, on va dire que ça fait quoi? Ça veut dire que j'ai la puissance reçue sur la puissance transmise est égale à la surface effective S2, que j'ai appelé donc de l'antenne de réception, fois le gain d'émission sur 4 pi R2, 1 R étant la distance entre mon émetteur et mon récepteur. Donc cette équation va me permettre de, bon, je vais dire que S1 est égal à G1 par rapport à l'équation de la surface effective. C'est G1 lambda 2 sur 4 pi. Et S2, c'est G2 lambda 2 sur 4 pi. Ça va me donner lieu à deux équations, hein, qu'on peut écrire, des équations des télécoms, qui consistent à écrire, donc en remplaçant la puissance reçue sur la puissance transmise, sera égale à lambda 2 au carré, donc lambda au carré, G1 fois G2, hein, donc le gain de l'antenne de réception et le gain de l'antenne d'émission, sur 4 pi R, le tout au carré. Ou bien, si on connaît donc la surface, on est en connaissance de la surface effective, de calculer donc finalement hein, ce rapport de puissance. Voilà. Ça, c'est une équation qui est très utile donc, dans tout ce qui est télécommunication pour faire un bilan de liaison de liaison RF. Pour soit mettre en place donc un réseau de communication RF, soit pour évaluer, c'est-à-dire certaines choses, il faut faire tout un tas d'études qui permettraient de préparer en tout cas les applications qu'on voudrait faire avec les antennes. Par exemple, cette équation est utilisée dans les radars, permet d'estimer beaucoup de choses avec c'est-à-dire les objets, tout ça, parce que bon, ça,
on utilise ce type d'équation. Voilà. On peut même évaluer le débit qu'on pourrait avoir d'une liaison, etc. Ça, donc finalement, on a fini le chapitre 5 à partir de là. Donc, vous voyez, on a fait 3 choses essentielles aujourd'hui qui sont avec ce chapitre, qui sont la polarisation, donc l'adaptation, la condition d'adaptation pour maximiser la puissance au niveau de mon récepteur. Et puis, on a abordé donc l'équation des télécoms, on l'a définie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous voulez qu'on revoie certaines choses, mais ça me touche à faire, c'est des trucs en particulier. Peut-être vous voulez qu'on revoie de certaines parties. À vous de voir. Alors, le schéma de l'antenne de réception. Donc ici, vous avez l'antenne. L'antenne, lorsqu'elle reçoit un champ électrique, eh ben, elle peut être assimilée, cette réception. Donc en fait, plutôt, lorsque l'antenne va recevoir un champ électrique, ce champ électrique va créer une FM dans l'antenne. Voilà. Donc finalement, cette antenne va correspondre, c'est-à-dire ce phénomène-là de réception du champ électrique par l'antenne, va pouvoir être, on peut le schématiser par un schéma équivalent qui est une FEM E de T. Voilà. De plus, l'antenne, on peut encore rajouter que elle est caractérisée par sa résistance de rayonnement à sa fréquence de travail, c'est-à-dire à F0 Taha. Fréquence de travail, hein, par exemple, si on choisit de travailler à 2 GHz. Hein. Voici, ça c'est le schéma qui va augmenter. Après, au niveau récepteur, le récepteur il peut être ce qu'on veut, il aura une impédance d'entrée. Une impédance d'entrée, on travaille toujours quand on est en accord, c'est-à-dire deux systèmes sont en accord, c'est-à-dire on va travailler avec les résistances. Et l'idée, c'est toujours d'adapter, c'est-à-dire en micro-ondes, d'adapter des composants hyperfréquences. Et l'adaptation se fait en arrivant à adapter la résistance de l'antenne à celle de la résistance du récepteur. C'est-à-dire l'impédance, si vous voulez, de l'antenne à l'impédance du récepteur. Voilà. L'impédance, c'est une résistance au niveau du récepteur. Et l'antenne, son impédance, c'est la résistance de rayonnement. Voilà. Ça, c'est le schéma. Après, pour maximiser cette puissance que je vais recevoir, parce que là, je vais avoir une puissance reçue, je vais la transmettre au récepteur pour maximiser cette puissance. Comme on a dit, la condition, on l'a montré par les calculs, c'est qu'on a une condition qu'on a appelée la condition d'adaptation. Hein, l'antenne est adaptée au récepteur. Et cette condition, c'est quoi? C'est R est égal à RE. Voilà.
C'est bon? Vous voulez autre chose? Là, on est en réception, on n'est pas en émission. C'est la résistance de l'antenne de réception. Ok, bon. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon. S'il n'y a pas autre chose, ben, on va essayer de faire un petit peu de TD. Je vous propose de faire une pause de 5 minutes, hein, après on reprend pour le TD. D'accord? Ok, bon. Comme l'eau. On va faire maintenant une séance de TD pour essayer d'appliquer un petit peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, on va lire un petit peu le texte. Alors, ils nous disent de déterminer la FEM E reçue par un dipôle électrique de longueur dL faisant un angle alpha avec le champ électrique E, émis par un autre dipôle électrique en polarisation verticale. Là, on nous donne donc deux antennes de longueur dL. Plutôt, on va dire que j'ai deux antennes de longueur dL qui sont donc dans émission et dans réception. Donc celui en émission va me générer un champ électrique donc vertical et il va venir rencontrer l'antenne, donc l'antenne DL qui est en réception. Donc donc en fait on me dit que ce champ électrique vient sur DL avec un angle quelconque, peu importe l'angle. Donc un petit peu ce qu'on a fait en cours. Donc là, on me demande la FEM reçue par le dipôle DL, donc faisant un angle avec le champ électrique E. Ici on voit, j'ai le champ électrique. Et là, je vais faire, donc la FEM, c'est l'intégrale du contour fermé, donc sur DL, donc le contour fermé, c'est DL, notamment les E, DS, donc le champ électrique DS. Donc c'est la surface de mon élément. Donc DS étant ici EDS et en vecteur, je vais faire le produit, donc c'est le produit scalaire. Et le produit scalaire entre E et DS qui est porté par la surface ADA va me former donc cosinus alpha. Donc ça va être EDS cosinus alpha. Et je vais intégrer sur et je vais intégrer sur L. Donc ce qui fait que lorsque je vais intégrer sur après, donc je vais avoir EDS, bon l'intégrale dL de EDS cosinus alpha. Et je vais intégrer donc DS sur DL, je vais avoir EDL cosinus alpha. Voilà. Ça, c'est pour l'expression de l'AFM. Maintenant, on me dit de tracer la courbe E en fonction de alpha, en coordonnées polaires, et déterminer les valeurs de alpha pour lesquelles les antennes d'émission et de réception ont même polarisation ou sont découplées. Bon, donc couplées ou découplées.
Même polarisation, ça veut dire couplé. Maintenant, je vais prendre cette équation et je vais faire donc l'étude sur cette équation. Donc ici, globalement, E de alpha est égal à E0, cosinus alpha avec E0 est égal à EDL. Donc, je vais prendre la valeur absolue. Je vais considérer la valeur absolue de la variation de ma FM. Et je vais voir comment ce qu'elle fait. Alors, ici, on voit que cosinus alpha, eh ben, la valeur absolue, il est symétrique hein, sur... c'est-à-dire, bon, déjà, il est défini sur, sur de 0 à pi. Après, on va voir que bon, c'est une fonction périodique de 0 à 2pi. Et qui a la valeur absolue de cosinus alpha des symétriques. Hein, donc, par exemple, le cosinus alpha, ben, les angles négatifs, ben, il y a une symétrie. Et puis, tous les cosinus pi moins alpha seront égales à la valeur absolue de FEM de alpha. En valeur absolue, un des deux. Donc, ça veut dire qu'on peut se restreindre dans notre étude à faire hein, de 0 à 90 degrés et en trace. Alors là-dessus, je vais avoir que par exemple le cosinus donc de 0, ça va me donner 1. Donc E, on aura ici E0. Là, ça sera E0 racine de 3 sur 2. Là, c'est racine de 2 sur 2. Et là, c'est E0 sur 2. Hein, parce que bon, c'est les degrés. 60 degrés. Donc on va avoir cosinus de 2. Et si je et par exemple, mon angle, supposons qu'il est comme ça. Alors 0, eh ben, l'angle, j'ai le maximum. Donc, je vais avoir E0, hein, ou bien la valeur normalisée, ce sera plus 1. Donc là, c'est la représentation de E de alpha sur E0, donc ça sera 1. Et lorsque j'aurai donc les différentes valeurs, hein, je vais faire varier donc mon champ, l'amplitude de mon champ électrique, hein, on voit que AFM va varier suivant la position. Hein. Donc là, je vais avoir, par exemple, à 60 degrés, je vais être à 1,5. Je vais être à 1,5 à 60 degrés. Donc, par exemple, 60 degrés, ça serait quelque chose par là. Hein, je dirais. J'aurais un truc comme ça. Du coup, j'aurai un demi-cercle hein, jusqu'à arriver à 90 degrés. Hein, de l'amplitude de ma FM qui va varier comme ceci. Et puis, en fait, après, par raison de symétrie, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Et dans tous les valeurs ici, donc ça, c'est toutes les valeurs d'alpha négative. Et là, c'est pi moins alpha. Donc, j'aurai plus ou moins ce type de représentation avec, donc finalement, l'amplitude maximale qui va varier, en fait, j'aurai plus 1 et moins 1. Donc, ce sera les maximums qu'on va obtenir. Et ça sera nul à alpha égale à 0. Donc, finalement, je serai maximum à plus ou moins 90 degrés. Et je serai nul à 0 et 180 degrés. Voilà. Donc, du coup, si je prends la deuxième question, me dit, enfin, cette question-là me dit à quel moment je maximise la FM et à quel moment je minimise. Parce qu'ils me disent, enfin, elle est nulle. Ils me disent couplet, découplé. Donc, à alpha égale à 0, ben, j'ai le maximum, comme on peut le voir. Alpha égale 0, voilà, j'ai le maximum. Donc là, on va dire que mes antennes sont
sont couplés. Et pour 90 degrés, eh ben, ils sont découplés. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a la F1 qui est nulle. Les deux antennes sont perpendiculaires, elles sont donc découplées. Tout simplement, si je dois représenter ça reviendrait un petit peu en arrière. Vous voyez là les antennes. Celui-là, il va me générer un champ électrique, vertical, supposons comme ça. Voilà, ici il est vertical. Et il va être, hop, il va venir ici. Et comme l'antenne ici, elle est aussi verticale, et ben elle va se coupler, elle va me créer donc ma FM. Par contre, si elle est comme ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon antenne, en fait, je ne peux pas la tourner. Bon. Alors, peut-être je viens puis on va la faire tourner. Bon, ça m'embête ça. Et là, on va la faire tourner. Dans cette condition-là, hop, je vais faire ça. Ça veut dire que là, il va émettre vers ce côté-là. Mon antenne va émettre comme ceci. Et on voit bien que ce champ électrique qui est émis comme ceci, parce que l'antenne est inversée, elle a fait une rotation de 90 degrés, je lui ai fait faire. Donc jamais elle va, cette antenne de réception va capter quoi que ce soit. Même si, notamment, supposons que le champ électrique voyagerait comme ça. Même comme ça, on ne captera rien du tout. Enfin voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc là, on voit qu'ils ne sont pas orientés dans la même direction. Donc, notamment, on va dire qu'ils sont découplés. Donc après, on vous demande de dessiner le schéma équivalent de réception branché à l'entrée d'un récepteur. Bon. Là, on reprend exactement le même dessin qu'en cours. On va mettre l'antenne, donc c'est la FM qu'on va représenter, plus sa résistance de rayonnement. Et le récepteur, ça sera une résistance d'entrée. Ensuite, on vous dit de calculer la puissance moyenne transmise à l'entrée du récepteur lorsque ce dernier est adapté à son antenne. Donc, maintenant, vous avez le dessin du schéma. Donc, voilà, voici le schéma équivalent. Donc, c'est le même qu'en cours. Donc, on reprend pour calculer la puissance reçue au niveau du récepteur. On va le maximiser. Comment est-ce qu'on fait? Déjà, on va parler de la puissance instantanée qui vaut V de t fois I de t.
Et je vais avoir maintenant I de t. Donc, c'est quoi? C'est donc ici, je vais avoir donc CE est égal à R plus REI. Hein, donc I va valoir E sur R plus RE. Derrière, je vais avoir V de t est égal à donc R V de t, E de t, on a E, d'accord? Donc j'ai plus, après j'ai comment dire j'ai E est égal donc V de t va être égal à R sur E de t sur R plus R. Donc à partir de la loi, c'est-à-dire des mailles. Maintenant, je vais multiplier I de t fois V de t et je vais obtenir cette équation. La f et m étant donné qu'elle est sinusoïdale, je vais dire que c'est égal à E0 cosinus carré oméga t. Vous pouvez mettre sinus aussi, ça ne pose pas de problème. Bon, pour calculer la puissance moyenne, c'est pareil qu'en cours, donc je l'ai expliqué, hein, on va prendre l'intégrale sur une période de t dt, hein, on va intégrer sur la période. Et là, l'intégrale, on va intégrer donc cosinus carré oméga t dt, hein, sur une période divisé par t. Et ça va me donner un demi de R, hein, de l'amplitude donc qui est ici. Donc là, on vous demande de faire, de trouver le maximum. Bon, j'ai tout, enfin, j'ai pas développé plein d'habitudes en TD, c'est-à-dire bon, ce qu'il y a de embêtant, c'est que d'habitude, mon TD, je développe tout ça. Là, j'ai repris exactement comme c'est fait en TD. Bon, je vais vous demander de faire le calcul ici de la dérivée. Pour faire le calcul de la dérivée, vous allez retrouver donc sur le numérateur, vous allez retrouver ça. Hein. Et après, au niveau du dénominateur, bon, je crois que vous allez avoir quelque chose qui est élevé qui est élevé par 4, je crois. Puissance 4, je crois, je ne sais plus. En tout cas, faire le calcul. Donc en tout cas, vous allez retrouver donc au niveau du numérateur, là vous allez, comme nous, on avait dit précédemment que RE étant la variable, on va faire la dérivée. La dérivée, lorsqu'on maximise la dérivée, c'est lorsque la fonction elle est maximale, lorsque sa dérivée est nulle. À partir de ce moment-là, on va prendre la dérivée on va annuler la dérivée de dp moyen par rapport à DRE. Et en essayant, donc, enfin, vous allez développer, on va retrouver finalement que R moins RE égale à 0. Et ça sera la condition pour laquelle on annule la dérivée. Du coup, ça va me permettre de maximiser, ça va me donner la valeur maximale de la puissance. C'est ce que j'obtiendrai au maximum pour la puissance moyenne. Et ça vaut 1 de P moyen, donc la puissance réelle, donc maximale de P moyen, ce sera 1 demi de E0 carré 4R. Donc R étant la résistance de rayonnement de l'antenne. Voilà. Donc la dernière question, la dernière question de cet exercice
il vous dit de déterminer la surface effective S du dipôle équivalent et trouver l'équation. Il y a la surface effective au gain G de cette antenne. Bon, ça va reprendre exactement ce qu'on a fait en cours. Je pense qu'il est assez bien expliqué. Mais globalement, la surface effective, c'est quoi? C'est la puissance reçue sur la puissance de flux électromagnétique. Le flux de moyen de puissance électromagnétique, pardon. Et ça vaut E au carré 240 pi. Je vais remplacer donc les choses par leur valeur. Hein, et on va retrouver donc la valeur de la surface effective. Et là-dessus, je vais remplacer, je vais avoir cette expression hein, de la surface effective. Et on a vu que le dipôle DL en cours qu'il valait, le gain valait 3,5. Donc finalement, la surface effective, ça vaut G lambda 2 sur 4pi. Rapidement. Maintenant, ce qui est tout de suite intéressant, c'est de... Est-ce que je vais faire celui-là ou un autre? C'est de faire des applications en numérique. Hein. Bon. Alors, je vais prendre cet énoncé. On va faire un exemple. Après le reste, c'est vous, l'autre énoncé, c'est vous qui allez le faire. Vous allez le faire et vous allez le faire pour Ousmane, pour la séance prochaine. On va le faire en TD. Donc là, on a un satellite défilant décrivant une orbite circulaire. Se trouve à 1000 km d'altitude. Les ondes radioélectriques transmises entre le satellite et sa station terrienne sont émises à 10 GHz avec une puissance de 10 watts. Le gain de l'antenne d'émission est de 30 dB et celui de l'antenne est de réception de 40 dB. Voilà. Alors on vous dit tout d'abord calculer la puissance reçue petit p par le satellite et exprimer celui-ci en dBm. Bon, jusqu'à présent, خدمنا les dB. Pour voir l'autre exercice, là je préfère le faire peut-être en cours hein, pour vous expliquer les dBm. Je préfère vous voir directement. Alors celui-là, qu'est-ce que dBm? Non, c'est bon. On va faire celui-là. Hein. Donc là, c'est la même chose, c'est juste que bon, là j'ai la distance, bon c'est 1000 km, pareil. C'est en 6 GHz. Et là, la puissance transmise, c'est 100 watts. Et oui, ça c'est la solution. Moi, je cherche l'exercice. Alors, sachant que le gain, donc voilà, c'est la même chose. On a un satellite qui est distant de 1000 km. Donc, j'ai une fréquence 6 GHz, puissance transmise 100 watts. Voilà, c'est ça les données. Maintenant, on me dit que sachant que le gain d'une antenne est lié à sa surface effective, exprimer les équations de télécom en fonction du gain GR, GEGR des antennes d'émission de réception. Bon, ça, c'est exactement ce qu'on a fait en cours. C'est-à-dire, on a défini une équation de télécom. Je crois que S est égal à petit p sur P. GE est égal à la puissance moyenne P sur P de T sur 4 pi R2. Après, on va faire PM est égal à P petit p sur S. On va remplacer dans cette équation. Ça va me sortir, ça va me donner l'équation avec la surface effective, donc celle-ci. Et comme on a dit que bon,
On n'a rien dit pour l'instant, mais globalement, la surface effective, elle vaut lambda 2 GR sur 4pi. On remplace et on va obtenir cette équation. Ah, c'est exactement ce qu'on va faire. Maintenant, on va appliquer, on va faire des valeurs numériques. C'est la partie la plus intéressante, c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, on me dit, la question n'est pas là. On me dit que sachant que GE est égal à 30 dB et GR à 40 dB, calculez la puissance petit p reçue au sol en provenance de ce satellite. Bon. Maintenant, on prend déjà l'équation des télécoms. On va prendre les données qu'on a et on calcule, tout simplement. Donc, regardez, chez petit p, à temps volé. C'est non, à temps volé, c'est ce qu'on me demande. P de T, c'est 100 watts. P de T, c'est 100 watts. R, c'est 1000 km. GE, c'est 30 dB. GR, 40 dB. Bon, on va les linéariser parce qu'ici, c'est une équation linéaire. Donc, ça va me donner 10 puissance 3 pour 30 dB et 10 puissance 4 pour 40 dB qu'on remplace ici. La longueur d'onde, elle est liée à la fréquence qui est 6 GHz. Donc on va faire la longueur d'onde est égale à C sur F. C sur F, donc j'ai 3 fois 10 puissance 8 sur 6 fois 10 puissance 9. Ça me donne 0,05 mètres. Voilà. Très bien. Maintenant, on remplace tout simplement petit p. C'est égal. On donne les valeurs numériques. Il suffit de pas faire d'erreur en faisant les calculs. Bon, très souvent, beaucoup font des erreurs. Moi, je vous conseille de reprendre les calculs. Bon, de toute façon, la semaine prochaine, on va calculer. On calcule. D'ailleurs, emmenez vos calculatrices, ils vont vous être utiles. Il faut apprendre à calculer. Et donc, je vais avoir pour résultat ça, donc 0,158 fois 10 moins 8 watts, qui est plus ou moins égal, enfin, qui est à peu près égal à 1,6 nanowatts. Bon. Alors, il faut avoir en notion des grandeurs. Là, on a envoyé du 10 watts à partir du satellite. Et en réception, après 1000 km, l'espace libre, la puissance s'est atténuée, 1,6 nanowatts. Alors, cette puissance, elle est noyée dans le bruit. Voilà. Parce que déjà, le bruit, hein, très souvent, il est autour de 10 puissance moins 5. Ah, vous voyez, donc on a de très petites puissances. Bien sûr, il y a toujours des techniques pour pouvoir récupérer le signal. Déjà, le signal, pour pouvoir le rehausser, il faut le faire passer par, quand il est capté par un amplificateur, faible bruit. Comme ça, il va amplifier le signal, mais pas le bruit. Et puis bon, après, il doit y avoir d'autres solutions. Donc, vous voyez, ce sont des très très petites puissances, hein, parce qu'on est atténué par l'espace libre. Après, on dit déterminer la surface effective SR de l'antenne de réception puis évaluer le flux de puissance électromagnétique et le champ électrique. Donc, c'est marrant parce que tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire au début de ce semestre, on s'est amusé à essayer de calculer le champ électrique pour donner la puissance, n'est-ce pas? Maintenant, on me dit de faire le travail inverse. C'est-à-dire, en fait, on a fait, regardez, champ électrique. À partir du champ électrique, on a déterminé la puissance. À partir de la puissance, on a défini le gain. Et à partir du gain, on a déterminé la surface effective. Ou bien on a trouvé le lien entre la surface effective et le gain.
Maintenant, on me dit, connaissant la surface effective, donnez-moi le champ électrique capté par l'antenne. Donc, باش نبداو بلا petit p, donc la puissance reçue sur la puissance maximale du flux de puissance électromagnétique, le flux de puissance électromagnétique. Voilà. Et puis on va prendre les relations une à une, puisque la puissance maximale du flux de puissance électromagnétique, c'est égal à E sur 220 pi. À partir de là, on va calculer le champ électrique. Alors, bon, vous voyez, on est parti de la surface effective, de sa relation, qui est celle-ci. Voilà. Et à partir de celle-là, on a calculé le flux de puissance électromagnétique, qui est en watts par mètre carré. Voilà. Alors, je pense que la surface effective, on ne l'avait pas, donc on l'a calculé d'abord, numériquement, et ça vaut en mètres carrés. Bon, mètres carrés. On va se mettre en mètres carrés. J'ai R en là, 4pi, donc lambda en là, donc on remplace, si on fait les calculs numériques, on obtient à peu près 2 mètres carrés. On arrondit. Bon, maintenant, on remplace dans l'équation qui donne le flux de puissance électromagnétique. Et puis, on va trouver 0,8 nanowatts par mètre carré. D'accord. À partir de là, je vais calculer le champ électrique, puisque j'ai la relation qui me lie le flux de puissance électromagnétique avec le champ électrique. Et là, je remplace tout simplement et je vais trouver, lorsque je calcule, des volts par mètre. Voilà. Pareil pour la résistance de rayonnement. Donc, on me demande de calculer la résistance de rayonnement. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important en cours, du chapitre 4. C'était la surface effective. La surface effective. Alors, par définition, la surface effective, pardon, la hauteur effective, pas la surface effective. La hauteur effective, par définition, la hauteur effective d'une antenne rectiligne verticale de longueur L isolée dans l'espace, ouverte à son extrémité supérieure, excitée à sa base et parcourue par un courant sinusoïdal, et donc H effectif est égal à 1 sur I M au carré, l'intégrale de 0 à L de IZ dz. Voilà. Et là, quand on fait le calcul, on peut déterminer. Alors, attendez, moi, le problème qui se pose ici, c'est que, oui, c'est bon. On n'avait pas encore fait la surface effective. On va tout mélanger. Allez, je sais pas. On revient au truc. Donc, c'est aussi la longueur d'un dipôle électrique parcouru par un courant sinusoïdal d'amplitude IM produisant le même champ que l'antenne rectiligne de longueur L dans le plan de rayonnement. Et après application numérique, j'ai trouvé 1,3 cm, puisque la longueur d'onde est D. Donc, c'est. Après, je vais juste sortir la hauteur effective. Donc, à partir de là, puisque la FM vaut le champ électrique fois la hauteur effective, eh ben, je calcule tout simplement le champ de la FM que j'ai reçu. Voilà.
Bon, moi je vous conseille, bon, il y a les valeurs numériques. Amusez-vous à les reprendre. Pour ce qui est de la suite du TD, je pense qu'on va mieux l'aborder, je préfère l'aborder le reste en présentiel pour vous entraîner un petit peu à calculer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce que, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que ça fait un petit peu bizarre. Alors, attendez, mais ça fait un moment qu'il a posé cette question. Alors, monsieur, le chapitre 4, quand on a tracé le diagramme. Alors, quand on a tracé les diagrammes, c'est pour la fonction paire ou impair? Ça dépend. On a abordé tous les cadres de tous les cas de figure. On a pris le cas de figure terre. Donc, je reviens à cette histoire de paire impair. Donc, j'ai mes deux fonctions caractéristiques. J'ai une fonction caractéristique que je vais choisir lorsque n est impair et lorsque une autre fonction caractéristique lorsque n est pair. Alors, supposons que maintenant n vaut 1. Donc, ça veut dire que je vais prendre cette fonction. D'accord? Et c'est toute l'étude qu'on a fait dans le chapitre là, et ça nous a permis de tracer le diagramme de rayonnement HADR. Et supposons maintenant que n vaut 3. Donc, ça veut dire que n est impair. Donc, je vais utiliser toujours cette équation. Et lorsque je vais faire l'étude de cette fonction, donc ici, ça va devenir cosinus 3 pi sur 2, cosinus θ, sinus θ. Et lorsque je vais faire l'étude de cette fonction, tracer le diagramme de rayonnement, يعطيني هذا celui qui est à droite, hein, c'est-à-dire L égale à 3 lambda sur 2. Et lorsque n est égal, par exemple, à 2, c'est-à-dire n est pair, donc je prends cette fonction. C'est-à-dire que je vais remplacer, je vais mettre sinus 2 pi sur 2 cosinus θ sur sinus θ. Et lorsque je vais faire l'étude de cette fonction, pour n égale à 2 puisqu'elle est paire, et bien le tracé du diagramme de rayonnement, il va me donner ce type de dessin lorsque j'ai fini de faire le tracé, et puis elle vaudra un lambda. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y avait, comment est-ce qu'il s'appelle? Ça fait, je n'avais pas vu sa question. Une demi-heure déjà. Abdelali Sakhari. Hein? La question c'était la FEM, cosinus alpha. Là, alpha de alpha est égal à E0 cosinus d'alpha. Alors, on a fait le TD, ça vous avez autre chose à dire? Ou la femme, vous voulez revoir le truc? Déjà ce qu'il est là. S'il est encore là. Ah, pas encore. Bon. Non. C'est l'exercice. Allez, c'est ça, hein, vous parlez de ça. Ici, GE est égal, ça c'est l'expression d'une F1 en électromagnétisme.
علاش دار لي هذا أنا؟ Bon, on a mis plein de trucs que j'avais pas au départ. Bon, c'est l'intégrale sur dl, intégrale simple, du champ électrique scalaire ds. D'accord? Ça, c'est l'expression de l'AFR. On a le champ électrique qui vient avec un angle alpha sur mon antenne d'élément dl. D'accord? Maintenant, la surface la normale à ma surface, elle est comme ça. Donc, lorsque je vais faire, bon, en tout cas, si vous faites le produit scalaire entre E et ds, vous avez quoi l'expression du produit scalaire? C'est EDL cosinus, hein, l'angle que fait entre ces deux vecteurs. D'accord? On a notamment l'angle que fait entre ces deux vecteurs, c'est alpha. Donc, je vais avoir EDL cosinus alpha. Pardon, EDS, EDS cosinus alpha. Alors, EDS cosinus alpha, intégrale sur dl. D'accord? Comme j'intègre sur ds, donc ds, ça va me donner s. Je vais remplacer s par sa valeur qui est dl. Donc, ça va faire EDL cosinus alpha. C'est bon? Alors, moi, j'ai cette expression. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Je dis que j'ai une fonction qui est E, qui dépend d'alpha. Donc, ça veut dire E alpha, hein, comme EX. Hein, ma fonction variable, c'est alpha. Donc, je l'appelle E alpha est égal à E0. E0, c'est moi qui l'ai mise. C'est pour dire que E0 est égal à EDL. EDL. Et cosinus alpha, et non. Voilà. En fait, c'est cette expression-là que j'écris autrement, hein, il est quand en fait. C'est la même chose. C'est équivalent. Voilà. C'est tout. C'est bon? Parce que c'est bon. Très bien. Alors, autre chose? Allez-y. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, je propose qu'on s'arrête. Non? Bon, moi, on va avoir présentiel la semaine prochaine, donc on aura 2 heures de temps. On va faire donc 1h30 de TD, hein, et de questions que vous avez. Et puis on fera un petit test, hein, de connaissances. Vous aurez des questions. D'accord? Essayez de ne pas faire de calcul au niveau des équations. On va essayer d'interpréter. L'interro, vous arrêtez où? Où est-ce que vous voulez vous arrêter? Ouais. Chapitre 2, ça ne veut dire rien. Bon, le chapitre 1, c'était quoi déjà? C'était les opérateurs vectoriels. C'est pas la peine de réviser ça, on ne fera pas les opérateurs. C'était tout ce qui avait concerné l'électromagnétisme et les opérateurs vectoriels. Hein, le côté mathématique, c'est pas la peine de réviser. Hein, parce que voilà, c'est pour vous préparer à toutes les équations. D'accord? Moi, je pense que le chapitre 2, 3, si je fais chapitre 2, vous aurez beaucoup d'équations. Hein. Donc, vous aurez chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, hein, on va dire. C'est bon? On ne fera pas le chapitre. On fera jusqu'au la chapitre.
On fera, je vais vous demander d'interpréter, hein. Attention. Si je vous donne des équations, on va interpréter. On ne fera pas des calculs, hein. Je vais essayer de voir un petit peu ce que vous avez compris sur les antennes. C'est-à-dire, en fait, vous avez vu, je vous ai donné des façons de réfléchir, de déterminer les choses intuitivement. C'est ce que je vais essayer de reprendre. Sur les diagrammes de rayonnement, le champ électrique, des choses comme ça, hein. C'est des questions qui sont liées à la compréhension les paramètres des antennes. Je pense que je vais... Enfin, j'ai pas fait le sujet, mais je pense que je vais faire quelque chose comme ça, hein, d'accord? Voilà, c'est tout. Donc, les opérateurs vectoriels, électromagnétisme, tout ça, c'est pas la peine, hein, il n'y aura pas dessus. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah. Voilà. Je vais vous envoyer la suite des cours. Enfin, faut que je vous envoie les documents Lyon. Inch'Allah. Si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, il faut me rappeler par email. D'accord? Salam alaikum. Ouais, ma salam.